Aude Bernheim dirige une équipe de recherche à l'Institut Pasteur dont les thématiques font un peu écho à certaines des thématiques de l'IHU, et parce qu'elle s'intéresse beaucoup aux mécanismes de défense des bactéries contre les envahisseurs, et notamment en particulier les virus, mais pas exclusivement. Elle a une production scientifique qui est de très grande qualité. Elle a obtenu un prix du Collège de France pour son dynamisme et ses travaux. Donc je suis très heureux qu'Aude vienne nous parler un peu justement de l'évolution de ces mécanismes qui étaient jusqu'à très peu de temps assez mystérieux. Merci beaucoup. Je vais vous parler de l'évolution de l'immunité à travers les domaines de la vie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Là, ce que je vous montre, c'est en fait des infections virales de différents types de cellules. Et il faut penser que tous les types de cellules sont infectés par leur virus. Donc, vous avez peut-être l'habitude des humains, les plantes, et aussi les bactéries infectées par des virus qu'on appelle ici des bactériophages, donc qui sont ici un petit bactériophage qui est en train d'infecter une bactérie. Et en termes d'évolution, la façon dont on pense au système immunitaire, aux gènes impliqués dans l'immunité, c'est sur le fait qu'il y a toujours une course à l'armement entre les virus et les cellules, on va dire, quelles qu'elles soient, et que du coup ça va mener à une diversification des systèmes immunitaires. C'est-à-dire qu'on imagine que c'est des choses qui vont évoluer très vite pour être capables de s'adapter. Et de cette façon, une des conséquences on va dire, cette course à l'armement, c'est que quand on pense aux systèmes qui permettent aux cellules de se protéger contre leur virus, on va avoir différents types de mécanismes. Et notamment, on peut avoir un certain nombre de mécanismes qui existent, par exemple, chez les humains, mais là je parle d'immunité, on va dire ce qu'on appelle de l'immunité innée propre à chaque cellule, et ces mécanismes en fait vont être très différents chez les bactéries. Chez les bactéries, les premiers mécanismes de défense qui ont été découverts, ça s'appelle les enzymes de restriction, elles ont été découvertes, on va dire, dans les années 50, 60, 70, et pendant 40 ans, tout le monde s'est dit, ça y est, tout a été découvert. C'était ça l'immunité des bactéries. Jusqu'à ce que les CRISPR soient découverts, et ça avait complètement changé notre façon d'être, les CRISPR qui ont été découverts du coup dans les années 2000, et qui ont ouvert la porte à l'idée de se dire, en fait, il y en avait d'autres, et on les a pas cherchés, ça aurait été bien de ne pas mettre 40 ans à trouver les CRISPR, mais c'était le cas. Et donc du coup, l'idée c'est que ces deux systèmes-là, les systèmes de restriction et les systèmes CRISPR, sont absents des organismes eucaryotes, notamment des plantes et des humains. Et donc, c'était un peu le paradigme dans lequel on travaillait. Et ce paradigme a commencé à évoluer. Pourquoi? Parce que récemment, il y a eu en fait un des très gros travaux qui ont permis, on va dire, des 5 dernières années, de montrer qu'il n'y avait pas 2 grands systèmes de défense chez les bactéries, mais plus de 150. Donc on a récemment reviewé ça avec une étudiante. Donc là, je ne vais pas rentrer, vous inquiétez pas, dans le détail de tous les mécanismes. Je pourrais, c'est hyper intéressant et d'un point de vue moléculaire, c'est génial. Mais l'idée, c'est juste de vous dire qu'en fait, ces dernières années, on en a découvert plus de 150. Donc on est passé de 2. La première étude qui a démontré qu'il y avait d'autres systèmes de défense des bactéries a montré que tout d'un coup, il y en avait 10 nouveaux. Donc tout d'un coup, on se dit, waouh, c'est comme s'il y avait 10 nouveaux types de mécanismes moléculaires comme des CRISPR, et puis tout d'un coup on s'est rendu compte qu'en fait c'est probablement pas 10 mais bien plus. Et donc aujourd'hui il y en a des nouveaux toutes les semaines, donc je peux pas vous dire le nombre exact, mais on est à peu près à au moins 150 et avec une variété de mécanismes absolument extraordinaire. Et donc, ce qui a émergé de l'étude de toute cette diversité de systèmes antiphages, c'est-à-dire de comment les bactéries se défendent contre leurs virus, c'est plein de choses. Donc, c'est plein de nouveaux mécanismes moléculaires de comment elles se défendent. Mais c'est aussi quelque chose qui a été très surprenant, qui est qu'il y a des systèmes qui sont conservés entre les bactéries et les eucaryotes, mais notamment les humains. Et donc, par exemple, je vous montre ici une viperine, et c'est des overlaps, donc on prend 2 structures 3D des protéines. J'imagine que vous avez entendu parler d'AlphaFold, donc on est capable à partir des séquences de prédire la structure 3D. Et quand on met en vert et en bleu la structure 3D d'une viperine chez l'humain ou chez les bactéries, voilà ce que ça donne. Il y a vraiment un overlap parfait, quasiment parfait. Et donc en fait, les viperines étaient un exemple. Il y a eu un autre premier exemple qui était celui de SIGAS et STING, où en fait en découvrant, c'était 2 gènes connus dans l'immunité humaine, et en découvrant des nouveaux systèmes antiphages des bactéries, on s'est rendu compte
que en fait, ça ressemblait très fortement à ce qui se passait chez l'humain. Donc, pour nous, microbiologistes, moi, un de mes travaux, ça a été de découvrir et de résoudre le mécanisme moléculaire de ces viperines chez les bactéries. C'était très facile, on trichait. On savait déjà ce que c'était le mécanisme moléculaire, on se disait que c'était le même que chez l'humain, on faisait l'hypothèse chez la bactérie et on démontrait que c'était le cas. Donc on simplifiait quand même beaucoup la vie. Mais du coup, ça marchait très bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça voulait dire que les mécanismes étaient conservés. Et du coup, ce qu'on démontrait, c'est que l'origine de ces systèmes immunitaires présents chez l'humain, c'était en fait les bactéries qui les avaient inventés. Et donc, il y a des évolutions, on va dire, très conservées comme les viperines, c'est vraiment un exemple, on va dire, très frappant. Il y a aussi des choses qui sont conservées, mais qui, on va dire, ont beaucoup plus évolué, au sens qui se sont adaptées, et donc qui étaient plus durs de voir le lien, comme ce qu'on peut appeler des domaines. Donc quand j'appelle un domaine, c'est que ça, si on dessine tout on va dire un gène et que ça code pour une protéine, un domaine, ça va être un bout de cette protéine. Donc une protéine peut avoir deux domaines qui seraient par exemple comme ça, et qui sont représentés de cette manière. Donc par exemple, ici, les domaines tiers, en fait, c'est des domaines qu'on a trouvés dans des systèmes de défense bactériens, mais qui sont aussi impliqués dans des pathways majeurs de l'immunité humaine, qui sont par exemple les pathways TLR, donc pour ceux qui en ont entendu parler. Et donc on les retrouve, et ce qui est intéressant, c'est que là on voit dans la structure qu'il y a des bouts qui ont l'air de un peu matier. Ici par exemple ça ressemble, mais on n'est pas sur parfait. Mais en fait on est quand même capable de démontrer que la version humaine a été héritée en fait initialement des bactéries. Et du coup, ça nous donne un aspect complètement, on va dire, non évalué de l'évolution de l'immunité, c'est la conservation. Ce qui est complètement contre-intuitif comparé à l'idée que si on doit tout le temps s'adapter pour faire face à des nouveaux pathogènes ou à l'évolution des pathogènes, d'avoir des trucs qui existent depuis plusieurs milliards d'années et qui restent toujours utiles. Et donc ça, c'est vraiment des découvertes qui datent des 4 dernières années. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, là, je vous ai montré des exemples, mais en 4-5 ans, on a pu commencer à vraiment ajouter une liste, que ce soit ici, je vous montre les domaines, c'est ce que je vous dis, c'est là, ou de gènes complets qui sont conservés entre l'immunité des bactéries et l'immunité des eucaryotes, dont des humains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en fait, au tout début, on pensait que c'était une très jolie exception, mais en fait, il semblerait qu'il y ait de très nombreuses parties des systèmes immunitaires du vivant qui soient partagées. Et donc, on peut un peu penser, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette citation, c'est une de mes citations préférées de Jacques Monod, qui était un très grand microbiologiste de l'Institut Pasteur et qui avait notamment découvert des aspects sur le dogme fondamental, on va dire, de la biologie moléculaire, et qui avait dit « ce qui est vrai pour Escherichia coli est vrai pour l'éléphant ». Et c'était un peu l'idée de dire que, en fait, la réplication de l'ADN ou le fait d'aller de l'ADN vers l'ARN, quel que soit l'organisme vivant, ça fonctionnait. En immunité, on pensait pas du tout que c'était le cas, mais en fait, il semblerait que ce soit un peu le cas quand même. Et donc, avec un collaborateur donc à l'Institut Curie qui s'appelle Enzo Poirier, qui fait toute la partie autour justement de l'immunité humaine sur ses travaux avec moi, on parle maintenant d'immunité qu'on appelle ancestrale, et qui seraient les modules immunitaires, donc des protéines ou des domaines, qui seraient conservés dans l'immunité à travers les domaines de la vie, donc domaines de la vie, bactéries, archées et eucaryotes. Donc il y a plein de questions autour de cette immunité ancestrale. Est-ce qu'on parle justement, qu'est-ce qui est conservé? C'est les protéines, les domaines, est-ce qu'il y a des pathways complets? Quelle est l'histoire évolutive? Est-ce qu'on a de l'homologie ou de la convergence? Qu'est-ce qui est exactement conservé? Est-ce qu'on parle du mécanisme biochimique ou simplement de la fonction immunitaire? Le périmètre, et est-ce qu'on peut évidemment se servir de nos connaissances et de compréhension de l'immunité ancestrale pour développer des nouvelles thérapies? Et donc, dans mon laboratoire, globalement, c'est ça qu'on étudie. Donc, et un des aspects dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est qu'en fait, tous ces modules d'immunité ancestrale, pour le moment, c'est un peu ce que je vous ai dit. On connaissait quand même pas mal de choses sur l'immunité des humains, c'est normal, on l'étudie beaucoup parce que c'est utile. Du coup, on connaissait beaucoup moins de choses sur l'immunité bactérienne. Et du coup, c'est en trouvant des nouveaux systèmes de l'immunité bactérienne qu'on s'est rendu compte que tous ces trucs-là étaient partagés. Mais aujourd'hui, on est devenu très fort à être capable de découvrir des nouveaux systèmes de l'immunité bactérienne. C'est ce que je vous ai montré avec ce petit graphe. Et du coup, au laboratoire, on se pose notamment la question de est-ce que maintenant on peut essayer de compléter cette image-là en partant des bactéries et du coup de faire le chemin inverse, c'est-à-dire partir de ce qu'on sait sur l'immunité
bactérienne pour aller découvrir des nouveaux gènes, des nouvelles protéines impliquées dans l'immunité humaine. Et donc c'est un travail qu'on a commencé en fait il y a 3 ans, on va dire, avec justement l'équipe d'Enzo Poirier dont je vous parlais, qui est vraiment de faire ces parallèles et ces liens entre l'immunité bactérienne et l'immunité humaine, mais en partant des bactéries. Et dans mon laboratoire, c'est notamment mené par Jean Curie et Ernest Mordret, qui sont des bioinformaticiens. Donc vous allez voir, c'est très basé sur de la bioinformatique. Et Mathieu Audiquet et Véronica pour les manips côté immunité humaine. Ça, c'est vraiment la première étude on va dire en mode preuve de concept. Et actuellement, pour vous dire, on est en train d'en trouver d'autres. Donc on s'est dit, ok, comment on ferait ? Comment on part des bactéries et on va aller utiliser le fait que notre hypothèse, c'est qu'il y a des modules immunitaires qui sont partagés pour découvrir des nouveaux gènes. Donc c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que ce qu'on aimerait faire, c'est ce qu'on appelle de la recherche d'homologie, c'est partir de tous nos systèmes de défense bactériens et faire un blast. Je ne sais pas si ça vous parle, blast, mais c'est comparer des séquences. C'est un peu comme Google. Moi qui dis ça, c'est comme faire la fonction search ou Google, quoi. C'est chercher est-ce que c'est présent dans un génome. Et donc, on va essayer de voir si ça existe. Le problème, c'est que les séquences ont évolué depuis tellement longtemps qu'en fait, il n'y a plus grand-chose qui se ressemble. Et c'est pour ça aussi qu'on ne l'a pas vu avant cette conservation. Et du coup, cette longue distance évolutive, ça limite les recherches par homologie. Donc, quelle a été la solution qu'on a trouvée pour cela ? Ça a été en fait de se dire, au lieu de regarder juste un seul endpoint qui est un point final qui est celui de l'humain, on va faire l'hypothèse que si l'immunité est vraiment ancestrale, elle ne va pas être présente que chez l'humain. On va trouver ces gènes et ces protéines chez plein d'organismes eucaryotes différents. Parce que si c'est très ancien, ça a été hérité chez plein d'organismes différents, et les humains, c'est juste un point parmi d'autres. On rigole souvent avec mon collaborateur Enzo qui travaille sur l'humain, parce que moi je lui dis que pour moi l'humain c'est juste un clade de bactéries. C'est comme ça que je traite les humains dans mes séquences. Un clade de bactéries, parce qu'en fait c'est juste un point comme une espèce, comme une autre. Et si on a cette approche comparative, ce que ça nous permet, c'est de faire l'hypothèse que peut-être parmi ces autres organismes eucaryotes desquels on peut regarder les génomes, ils vont avoir des séquences qui ressembleront plus à celui des bactéries. Donc c'est un peu comme si on faisait des sauts de puces au lieu de faire un très grand saut. Et donc pour tester cette hypothèse, qui était quand même, on va dire, un peu risqué, disons les choses comme ça, et on s'est dit on va essayer de faire un truc très rapide, voir si cette hypothèse pourrait fonctionner. Et du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un logiciel qu'on a développé au laboratoire, qui s'appelle Defense Finder, qui est un logiciel qu'on a développé pour détecter systématiquement tous les systèmes de défense antiphage, donc tous les systèmes d'immunité bactérienne connus, dans des génomes de bactéries. Okay ? Là, on est chez les bactéries. Et on l'a fait pour qu'on soit capable de compter le nombre de systèmes qu'il y a par bactérie. Si vous avez une nouvelle bactérie, vous voulez savoir quels sont les systèmes qu'il y a, en fait, vous avez juste à les mettre dans Defense Finder et ça vous sort une liste, globalement. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de lui donner des génomes de bactéries, on lui a donné des génomes eucaryotes. Donc, on a pris une database de milliers de génomes et on a rené ça. Et voilà les premiers résultats qu'on a eus. Donc déjà pour vous dire, c'était marrant parce que c'est un de mes étudiants en master qui avait fait ça, où je lui avais dit, celui qui avait développé Defense Finder, je lui avais dit, est-ce que tu peux runner ça sur une database de génomes eucaryotes ? Puis il m'envoie le tableur Excel de sortie, quoi. Et je lui ai dit, tu t'es trompé, tu m'as envoyé un mauvais tableur Excel parce que quelle était mon hypothèse ? Mon hypothèse est qu'il y aurait très peu de hits. On parle de rechercher des trucs qui ressemblent à des trucs bactériens dans des génomes, faut imaginer, d'algues, de plantes, de champignons. Je m'attendais à trouver très peu de choses. Or, le fichier qu'il m'a envoyé, il y avait des milliers de hits. Qui était genre, il y a un problème. Et il m'a répondu, non, je suis sûr de moi, c'est toi qui te trompes. Il avait raison. Parce qu'après, j'ai vraiment regardé, et en fait, oui, il y avait plein de hits, mais c'était correct. C'était pas des faux. Et donc, c'était très surprenant. Et en fait, la plupart de ces hits, de façon intéressante, c'était les viperines dont je vous ai parlé, qu'on trouvait chez chez certaines plantes, chez des fungi, chez des animaux. Et qu'est-ce que ça nous disait ? En fait, ça nous disait que ça, c'est un peu notre contrôle positif. On sait que c'est partagé, d'accord ? Et en fait, on le trouvait en effet dans plein d'autres organismes. Donc, c'était une approche qui, globalement, avait l'air d'un peu fonctionner en première approche de façon très naïve. Et au-delà des viperines, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé 3 autres systèmes qui ont des noms très sympas, qui ont été décrits en 2022. Donc, vous voyez, c'est assez récent. Donc, Eleos, Lamasso et Mokoch,
qui eux aussi étaient présents chez pas mal d'espèces. Et donc qu'est-ce qu'on tirait de cette analyse? C'est que ces 3 systèmes-là, probablement, eux aussi faisaient partie de l'immunité ancestrale. Eux aussi, potentiellement, étaient présents chez pas mal d'organismes eucaryotes. Sauf que là, ce qu'on avait fait, c'était vraiment ce que moi j'aime bien appeler les quick and dirty, donc rapide et un peu brouillon en termes d'analyse, qui sont des trucs qu'on fait pour se donner une idée. Mais il y avait beaucoup de limitations parce qu'on sait qu'on a des contraintes très fortes de regarder dans les génomes bactériens et que les génomes eucaryotes sont très différents. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse ça. Maintenant qu'on sait que se focusser, on avait 150 systèmes de départ, maintenant on va se concentrer sur ces 3-là, donc on avait réduit la difficulté. On voulait faire ce qu'on appelle une recherche d'homologie sensible et spécifique. Donc vraiment aller spécifiquement chercher des homologues de ces gènes. Donc des homologues, c'est les versions de ces gènes qui seraient dans les génomes eucaryotes. Donc comment on fait ça? Alors là, c'est la partie un peu compliquée, mais bear with me. Donc, le problème, qu'est-ce qui se passe? Si on part d'un gène chez les bactéries qui s'appelle MKOB, d'accord? Ce gène-là, et qu'on va faire une recherche très très sensible d'homologie, c'est-à-dire qu'on va dire, on a des façons de chercher dans les génomes, on leur dit, cherchez-moi de façon très sensible. Tout ce qui ressemble de près ou de loin, je le veux. Très bien. Il va nous sortir des listes de gènes. Le problème, c'est qu'on sait que dans cette liste de gènes ou de protéines, en fait, il y en a plein qui sont des faux positifs. C'est pas des vrais homologues, c'est des trucs qui ressemblent pas vraiment, mais que vu la méthode, vont ressortir des faux positifs. Et nous, notre objectif, c'est d'être capable de déterminer les vrais positifs des faux positifs. Et c'est quoi les vrais positifs? C'est le petit rond ici, parmi tous les hits qu'on va avoir, qui sont en effet impliqués dans l'immunité bactérienne. Et nous, notre hypothèse, c'est qu'il y a des ronds similaires chez les eucaryotes. On va avoir plein de protéines, mais il n'y en a qu'une partie qui nous intéresse, qui serait potentiellement aussi impliquée dans l'immunité, donc qui ferait partie de l'immunité ancestrale. Chez les bactéries, on sait comment se débrouiller pour savoir qui fait partie de quoi, parce qu'on sait qu'en fait, ils fonctionnent en système et que les gènes vont être à côté l'un de l'autre. Donc, on est capable chez les bactéries de savoir qui est le bleu foncé et qui est le bleu clair. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le vert, le petit rond vert. Donc, comment on fait? Là, on a fait une autre hypothèse. C'est que ces gènes, si vraiment c'est de l'immunité ancestrale, ils partagent une histoire évolutive. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on faisait un arbre phylogénétique, en fait, les protéines impliquées dans l'immunité, elles partageraient le même ancêtre commun. Et donc, on les trouverait à côté l'une de l'autre sur l'arbre phylogénétique. Et les autres, pour le coup, celles qui ne sont pas impliquées dans l'immunité, elles seraient à une autre partie sur l'arbre phylogénétique. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est construire des arbres phylogénétiques et regarder si on trouve à côté de protéines bleu foncé, des protéines vertes. Et c'est comme ça qu'on va définir cette méthode. Donc ça, c'est un joli dessin. Si je vous fais sur notre fameux MKOB ce que l'arbre est en vrai, c'est un peu plus compliqué. Il ressemble à ça. Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un arbre et vous voyez autour du bleu clair, du bleu foncé et du vert. Bleu clair, c'est bactéries mais pas impliquées dans l'immunité. Bleu foncé, bactéries impliquées dans l'immunité. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, en gris, grisé, une partie où il y a beaucoup de bleu foncé. Donc ça veut dire que c'est une partie de l'arbre où il y a plein de gènes impliqués dans l'immunité des bactéries. Et à côté de cette partie bleu foncé, pouf, on a du vert qui a l'air de partager un ancêtre commun avec ces bleus foncés. Ça, nous, l'hypothèse, c'est que c'était cela qui nous intéressait. D'accord? Donc on prend cela et là, on va ensuite utiliser ces séquences-là pour, en gros, définir un modèle de séquence de recherche qui va spécifiquement nous permettre de trouver ce qu'on cherche. Donc c'est ce qu'on fait, et là on refait une détection et on arrive à une liste. Et donc on a fait ça pour les 6 protéines qui composent le système et on arrive à une liste. Et maintenant qu'on a une liste, eh ben, l'idée c'est que on peut chercher si la fonction immunitaire a été conservée. C'est ça notre but, d'accord? Cette liste de gènes, est-ce qu'elle est impliquée dans l'immunité? On a 3 façons de faire. Donc soit génial, les gens ont fait le travail pour nous, donc c'est-à-dire que c'est déjà connu, d'accord? Donc ça voudrait dire qu'on a réussi en effet à trouver des liens. Et sinon, on peut faire des expériences en faisant ce qu'on appelle des knock-in. Donc là, on va ajouter cette protéine et voir si les cellules dans lesquelles on met cette protéine sont capables de résister à des infections. Ou le contraire, on enlève la protéine, on voit s'il y a plus d'infections virales. Pour tous ces aspects-là, moi, en tant que, on va dire, microbiologiste et bioinformaticienne, je m'en fichais de l'organisme dans lequel on testait. On m'aurait dit, il y a une levure où on peut faire ça, et j'y serais allée sans problème. C'est à peu près similaire. Mais le truc, c'est que pour tous ces aspects-là, là où c'est le plus facile de le faire, c'est
en étudiant les humains. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de littérature et c'est là où il y a beaucoup de modèles de ce type-là qui sont très faciles à mettre en place. Donc on a décidé de se focaliser sur l'humain, bon aussi parce que évidemment ça a des potentielles applications intéressantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a pu conduire sur les listes de gènes qu'on avait, on va dire, une recherche bibliographique exhaustive et montrer qu'on avait un très gros enrichissement de gènes déjà connus pour être impliqués dans l'immunité. Donc ça, on avait déjà, avec la littérature, une bonne idée de ce que c'était le cas. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller creuser et d'aller voir si on pouvait trouver des trucs précis. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais typiquement le pathway MOCOC est l'ancêtre d'une partie d'un pathway important chez les eucaryotes qui s'appelle le piRNA pathway. Ensuite, on s'est focusé sur Eleos, donc Eleos qui a 2 gènes. Et là, du coup, on a pu montrer, donc ça c'est Eleos. Donc Eleos, c'est quelque chose qui a 2 gènes. Et chez les humains, on a 2 gènes qui s'appellent les JMAP et qui partagent en effet cette partie-là de la protéine. Donc typiquement, si on les représente en 3D, en structure de protéines, ça c'est la version bactérienne. Donc vous voyez que là, il y a ce qu'on appelle un domaine. Donc c'est ça qu'on appelle un domaine. Et là, il y a un autre bout qui nous intéresse moins. Et la partie conservée, c'est juste cette partie-là chez l'humain. Mais c'est aussi la partie où il y a la partie enzymatique. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et donc on peut montrer phylogénétiquement que l'un est bien l'ancêtre de l'autre. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est tout d'abord de prendre des lignées cellulaires où les JMAP sont exprimés, on les enlève, on infecte avec un virus et on suit par fluorescence s'il y a plus ou moins d'infection. Et donc les images, ça donne à peu près ça. Et ça c'est le contrôle, donc c'est une infection normale. Et ça c'est quand j'ai enlevé JMAP. J'espère que vous voyez qu'il y a plus de vert ici que ici. Ce qui suggère qu'en effet, quand il n'y a pas JMAP, il y a plus d'infections virales à l'herpès virus. Quand on quantifie ça, on voit en effet que c'est le cas avec un pourcentage de cellules infectées qui va vraiment grimper au plafond quand on n'a plus JMAP. Pour aller un peu plus loin dans le mécanisme moléculaire, on a décidé d'avoir un modèle de ce qu'on appelle gain of function, donc dans l'autre sens, on rajoute la protéine. Donc là, on est dans des cellules qui n'ont pas nos JMAP. On transfecte les JMAP. Et on va regarder, pareil, par fluorescence, ce qui se passe. Et donc là, on peut aussi prouver, donc ça c'est juste l'assay, donc là on peut aussi prouver que JMAP6 typiquement a un effet antiviral. JMAP5 dans ces conditions, pas vraiment. Mais ce qui est pour nous très intéressant, c'est que comme c'est nous qui introduisons ces protéines, on peut mettre des mutations très spécifiques qui potentiellement nous permettent de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et notamment, quand on modélise encore une fois avec AlphaFold, on prédit que ces protéines fonctionnent comme des dimères. Elles fonctionnent à 2. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre juste des point mutations qui vont être ici et qui vont verrouiller les protéines dans cette forme qui est censée être la forme active. Donc nous, notre hypothèse, c'est que si on fait ça, d'accord, c'est actif et ça va être plus antiviral. Et c'est exactement ce qu'on a pu observer, c'est qu'on augmentait l'activité antivirale avec ces mutants-là. Et pour le fun, c'était vraiment pour le fun, on s'est dit, ah mais si c'est vraiment conservé, on peut potentiellement prendre la partie qui est conservée entre les bactéries et les humains et mettre dans la protéine humaine le domaine bactérien et voir ce qui se passe. Et c'est là où on a eu la plus grosse activité antivirale, ce qui était quand même plutôt drôle. Donc ce qui veut dire que c'est tellement conservé que même en termes de mécanisme, on peut presque switcher les trucs et ça continue de fonctionner. Donc on a pu démontrer ça et on a pu faire pareil sur la MASU. Et donc au final avec cette étude, on a ajouté 5 nouveaux modules de l'immunité ancestraux. Et ce qui a été vraiment clé pour nous, c'était aussi de comprendre comment on faisait pour faire cette recherche. Ce qui a été très important, c'est les hypothèses évolutives qui nous ont menés à développer l'approche. C'est qu'au final, la conservation, en fait, elle est au niveau de la fonction, l'immunité est conservée. Une des choses que je trouve géniale, c'est qu'en fait, on n'a pas que des candidats chez l'humain. Il y a beaucoup d'organismes absolument divers chez les eucaryotes où il n'y a rien qui est connu sur l'immunité. Là, on a toute une liste de choses où nous, on est quand même très convaincus que c'est impliqué dans l'immunité, donc on peut aller l'étudier. Du coup, on est en train évidemment de regarder plus en détail ce qui se passe d'un point de vue mécanistique, avec l'idée que, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de résoudre le mécanisme moléculaire chez la bactérie. C'est quand même vachement plus simple de travailler chez les bactéries. On comprend ce qui se passe chez les bactéries, et directement, on pourra vérifier si ça marche aussi, ces hypothèses chez l'humain, c'est-à-dire faire le sens inverse que ce qu'on avait fait initialement. Et donc aujourd'hui au labo, on est évidemment en train d'en découvrir d'autres, parce que là je vous ai montré 3 systèmes, mais je vous ai dit qu'il y avait des dizaines, voire des centaines de systèmes
bactériens étudiés. Et du coup, là, on a une nouvelle histoire qui va sortir bientôt dans les mois qui viennent sur en fait un nouveau module qu'on a identifié qui est impliqué dans les pathways TLR. Donc voilà. Donc ça, c'était la première chose dont je voulais parler. Maintenant, je vais complètement changer de cap sur une autre histoire et vous expliquer comment, en fait, on pense qu'on peut aussi utiliser la diversité des bactéries pour potentiellement penser à des nouvelles façons de générer des nouveaux médicaments. Et la raison, c'est que si on pense que l'immunité est conservée, ça veut dire que potentiellement les virus qui sont en face, ils partagent aussi des choses. Si les virus partageaient rien, s'ils marchaient vraiment complètement différemment, bah, en fait, les systèmes qui sont quand même très similaires chez la bactérie et chez les humains seraient pas utiles. Enfin, c'est un peu l'hypothèse. Et c'est ce que je vous ai montré, par exemple, en échangeant les domaines des GMAPs, on voit que ça continue de fonctionner. Donc, il y a des aspects conservés aussi dans la façon dont les virus impliquent. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette hypothèse-là ? Les viperines, qui, comme vous l'avez compris, sont une de mes protéines favorites, sont des protéines qui marchent en produisant des petites molécules, d'accord ? Donc c'est des molécules chimiques, c'est des nucléotides modifiés. Et de façon intéressante, la viperine humaine n'en fait qu'un type, elle fait ce qu'on appelle des DDHC-TP, donc c'est une modification de nucléotide mais que sur CTP, CTP. Et les bactéries, les viperines bactériennes, on en a beaucoup plus, elles sont diverses, et elles font des modifications sur aussi DDH, CTP, GTP et UTP. Donc, et en fait, ces molécules-là, DDH-CTP par exemple, ça a été montré que c'était antiviral contre des virus de bactéries, mais aussi contre des virus humains. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ? Alors vous pouvez me dire, c'est parce qu'en fait en termes de mécanisme, il faut quand même se dire que ces petites molécules, ça va cibler l'ARN. C'est des terminateurs de chaînes d'ARN. Et en fait, un virus, qu'il soit eucaryote ou procaryote, s'il passe par une phase ARN et qu'il a de l'ARN, bah en fait, ça va le cibler de la même façon. Donc c'est cette phase très conservée qui est touchée. Et donc nous, l'hypothèse qu'on a fait, c'est que ce que je vous ai dit, c'est que maintenant, c'est super, on est capable d'aller découvrir plein de nouveaux systèmes de défense des bactéries. C'est qu'on pense qu'en fait, si on va trouver plein de nouveaux systèmes de bactéries qui font des petites molécules, des molécules chimiques, bah peut-être qu'il y en a qui vont aussi être efficaces contre des virus humains, vu qu'il y a de la conservation. Donc ça, c'est notre hypothèse. Donc c'est lointain, hein, c'est pas de demain. Hein. Mais faut savoir que les bactéries, et donc ça c'est une histoire donc dirigée par Elena Chiomar dans mon laboratoire, avec l'aide de Florent Tesson et Marie-Guillaume, et vous pouvez trouver le papier sur BioArchive depuis hier, donc c'est tout neuf. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les bactéries, en fait, produisent ce qu'on appelle des métabolistes spécialisés, donc des produits naturels. Et ces produits naturels, les bactéries les utilisent pour s'adapter à leur environnement. Elles les utilisent pour tuer la compétition, comme des champignons ou d'autres bactéries. Et nous, les humains, en fait, on s'en sert depuis des décennies pour des médicaments. Donc typiquement, c'est beaucoup d'antibiotiques qu'on utilise aujourd'hui proviennent en fait naturellement des bactéries, elles sont synthétisées par des bactéries, mais il y a aussi des antitumoraux, des immunosuppresseurs, toute une partie de la pharmacopée en fait qu'on utilise aujourd'hui provient en fait de molécules synthétisées naturellement par les bactéries. Mais de façon intéressante, pas du tout sur les antiviraux. Et une des raisons, je pense, c'est parce que l'activité potentielle de ces petites molécules dans leur rôle de la défense contre les virus a très peu été explorée. Dès 1940, il y a eu un papier qui expliquait qu'il y avait un effet antiphage, donc antiviral, de certains, on va dire, supernatants de ces bactéries. C'est comme ça qu'ils ont, Albert Schatz, c'était avec Waxman, se vraiment ont mis en place une découverte systématique d'antibiotiques à partir de bactéries du sol. Donc on sait depuis 1940 que probablement il y a un truc qui se passe. Là encore, ça va être un thème. Personne ne regarde vraiment ça pendant très longtemps. Pourquoi ? En fait, il faut se dire, c'était le moment où tout le monde bossait sur les antibiotiques, ce qui était quand même méga efficace et super intéressant. Donc les gens dans le fil des produits naturels sont allés chercher beaucoup des antibiotiques et d'autres choses. Donc il ne se passe pas grand-chose. Et
ensuite, en 2018 et en 2022, il y a 2 études qui ont trouvé qu'il y avait des produits naturels, donc ces petites molécules produites naturellement par les bactéries, qui avaient un effet contre des failles. Mais donc c'était en screenant, donc en prenant des produits naturels connus, des librairies de produits, et en regardant si ça permettait de résister aux failles. C'est le cas. Donc, mais il y en a 4 qui sont connus. Donc ça paraît quand même plutôt prometteur, c'est-à-dire qu'il y a un rôle qui est démontré, mais on n'en a pas beaucoup. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est, si notre hypothèse, c'est qu'on veut en trouver plein parce qu'on veut qu'il y en ait certains qui soient potentiellement efficaces sur l'humain, la première étape, c'est on veut en trouver plein. Donc comment on fait pour en trouver plein? Comment on va découvrir des produits naturels anti-failles? Eh bien nous, notre réponse, c'est qu'en fait, on va utiliser la génomique. Donc il faut savoir que les produits naturels sont synthétisés par ce qu'on appelle des BGC, des Biosynthetic Gene Clusters. Ces BGC, c'est un ensemble de gènes qui sont en fait des gènes qui vont permettre de faire plusieurs étapes de la synthèse chimique de ces produits-là. Et un chiffre que je veux que vous ayez en tête, c'est que simplement 3% de ces BGC ont un produit caractérisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 97% des produits naturels produits par les bactéries sont aujourd'hui inconnus. On ne les connaît pas. Et je vous dis qu'il y en a plein qui sont utilisables en santé humaine. Ça veut dire qu'il y a vraiment plein de trucs à aller découvrir. Et donc nous, notre hypothèse, c'est que parmi ces 97%, il y en a qui sont importants pour la défense anti-faille. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'aller trouver des BGC qui sont anti-faille. Et comment on fait ça? Eh bien, dans les systèmes de défense, ce qui a été découvert et démontré, c'est que si à côté d'un ensemble de gènes donnés, on trouve souvent d'autres systèmes anti-failles, par exemple des systèmes CRISPR ou des restrictions-modifications, il y a de très grandes chances que ce système précis, qui soit entouré de systèmes anti-failles, soit aussi impliqué dans une fonction anti-faille. D'accord? Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait prendre ces 2 types de prédictions, l'une du domaine des produits naturels qui dit cet ensemble de gènes produit des petites molécules, et l'autre type de production qui est cet ensemble de gènes va avoir une fonction anti-faille, et on va regarder ce qu'il y a au centre. Donc pour tester cette hypothèse, on a décidé de commencer avec une famille de BGC qui s'appelle les lentipeptides. Et comment ça marche? C'est qu'en fait on a un petit gène précurseur qui est un petit peptide d'un certain nombre d'aminoacides, d'acides aminés, et ensuite il y a une série d'enzymes qui vont venir modifier ce petit peptide pour générer un produit actif. D'accord? Et c'est vraiment, il y en a pas mal, il y a beaucoup de bioactivité, antibiotiques, anticancers, etc. Et il y en a beaucoup avec des fonctions qui sont inconnues. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un pipeline informatique. On a d'abord détecté dans 20 000 génomes les BGC, donc ces clusters de gènes de l'antipeptide. Donc on en a trouvé 14 000. Et ensuite, on a passé notre logiciel favori, Defense Finder, qui détecte les systèmes de défense, aux alentours de ce groupe de gènes. Et notre hypothèse, c'est qu'en passant ça aux alentours, on a identifié plus de 1200 lentipeptides qui sont à côté de Defense System. Super, il y en a 1200. Vous pourriez me dire, mais en fait, juste par chance, vu qu'il y a plein de systèmes de défense, vous en allez avoir. Donc, est-ce qu'il y a un vrai enrichissement? Comment on fait pour savoir si c'est vraiment le cas? Et donc là, ce qu'on peut regarder, c'est qu'en fait, il y a plusieurs classes qui ont été définies de lentipeptides. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une seule classe, qui est la classe 1, où il y a plus de 20% de ses membres qui sont à côté de systèmes de défense, comparé aux autres, qui sont à environ 4%, qui est le chiffre que si vous dites, par hasard, s'il y a un gène, quelles sont les chances qu'il soit à côté d'un système de défense. Donc ça nous montre très fortement que c'est cela qui nous intéresse. Ensuite, on a pris cela, et là, je peux vous montrer quelques exemples. Et on regarde qu'on a plein de systèmes de défense différents, des CRISPR, un truc qui s'appelle Watiet, Gabija, Mokoch, Durantia, c'est tout, c'est des noms de systèmes de défense. Et ensuite, on a pris cela et on a voulu en savoir un peu plus, donc on a construit un arbre phylogénétique de tout cela. Et ce qu'on a pu voir en fait, c'est qu'il y avait vraiment un clade spécifique dans l'arbre, où on voyait un très fort enrichissement en système de défense, alors que l'autre pas du tout. Et du coup, ça nous définissait génomiquement une famille, ok, qui sont souvent associés à des systèmes de défense. Et donc, il y a eu ici l'émergence de ça, et on a pris tous les composés qui étaient connus, et on a essayé de voir s'il y en avait certains qui matchaient. Rien. Il n'y a jamais aucun BGC de cette famille qui n'a été caractérisé. Donc, on ne sait pas du tout leur activité. Et du coup,
au vu de comment ils s'appelaient, on a décidé de les appeler l'antiphage pour l'antipeptide et associated with phage defense. Et du coup, c'est ce que je vais appeler les lentiphages. Donc, la grosse question, c'est est-ce que vraiment ils sont antiphages? C'est l'antiphage. Donc là, ce qui est très marrant, c'est que vous avez une souche qui s'appelle Streptomyces salicolor, qui est vraiment, alors je ne sais pas quels sont vos organismes modèles, mais Streptomyces salicolor, c'est K12, c'est Escherichia coli K12 pour, voilà, c'est la souche modèle qui est Streptomyces. Sur cette souche, il y a 27 de ces BGC, il y en a 25 qui sont caractérisés. Il en reste 2 qui n'étaient pas caractérisés. Un des 2, c'est un lentifage. Coup de chance. Coup de chance. Et donc ce lentifage, personne ne savait ce qu'il faisait. Par contre, ce qui avait été décrit par une autre équipe, c'est qu'à côté, il y avait un système de régulation qui régulait ce système l'antiphage. Donc, dans la souche wild type, donc contrôle, il n'y a pas d'expression de ce BGC, mais quand il y a un knockout d'un de ces gènes, là, vous avez une très grande expression de ces gènes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à ces gens-là de nous envoyer les souches, et ils nous envoyaient une souche contrôle et une souche qui exprimait nos gènes. Et nous, on a juste mis des phages dessus. Et donc là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une plaque assay, où là, en fait, vous mettez un tapis bactérien et ensuite vous mettez des gouttes de virus. Et donc là, chaque truc comme ça, c'est une plaque de virus. Et donc, vous voyez que dans le wild type, donc dans la souche contrôle, vu qu'on a là des log 10 dilutions, on voit qu'en fait, ça infecte. Et là, on voit que dans la souche qui produit ce lentifage, on a plus de 2 ou 3 logs de protection. Donc, ce qu'on peut ensuite quantifier. Là, vous pourriez me dire, ok, super, mais en fait, ce qu'on regarde, c'est juste le knockout de ça. C'est peut-être possible que ça régule aussi autre chose qui n'ait pas été vu, etc. Donc, pour être sûr, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, sur cette souche qui exprime ce lentifage, on a introduit un système CRISPR-I et on a knockdown, donc on a diminué l'expression spécifiquement de 1, 2 ou 3 gènes. Et en fait, le résultat était le même, quel que soit ce qu'on faisait. C'est que quand on a le knockout, on voit qu'on retrouve en fait, le virus est capable d'infecter, ce qui démontre effectivement génétiquement que c'est ce lentifage qui est responsable de l'activité antiphage. Super. Donc maintenant qu'on était convaincus que c'était bien l'antiphage, nous, ce qui nous intéresse, c'est la diversité. Du coup, on a construit on a détecté de façon précise tous ces lentiphages. Il n'y en a que chez les actinobactéries, d'accord, mais il y en a plus de 2000. Donc on parle d'une famille de 2000 BGC. Et on peut voir qu'en fait, on a pu définir 10 clades. Il y a des architectures génomiques un peu différentes qu'on décrit de façon précise. Et du coup, en utilisant la phylogénie, les clades, l'architecture génomique, on peut définir 7 types. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que bioinformatiquement, là, on fait tout un tas d'analyses dans la publication, mais je voulais juste montrer celle-là. C'est qu'on peut prendre le gène précurseur, qui est prédit, et voir s'il se ressemble entre chacun de ces locus. Et quand on fait ça, de façon intéressante, on peut voir qu'en fait, par sous-clade, on a des variants qui sont assez conservés et on a des motifs qui ont l'air assez conservés, ce qui nous suggère qu'il y a une partie de cette biochimie antivirale, de cette chimie antivirale qui serait conservée dans cette famille. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a décrit et donc maintenant on est en train d'étudier. Alors, à ce stade, une autre remarque que vous pourriez me faire, c'est de dire, bah oui, alors je peux vous dire, le lentifage de salicolor, il est là, ok ? Vous pourriez me dire, bah ouais, mais il y en a 2000, qu'est-ce qui nous dit que ceux-là aussi, ils sont antiphages? Donc le problème, c'est qu'on n'a pas accès, tout ça, c'est des banques de génome, on n'a pas accès aux souches, donc on ne peut pas faire exactement la même approche que ce qu'on a fait. Donc là, on a fait l'approche inverse, c'est-à-dire qu'on a fait synthétiser, donc gene synthesis, 4 différents autour de l'arbre, on va dire séquences représentatives du locus, d'accord, et on les a testés. Et donc comment on a testé? On a fait synthétiser la souche contrôle qui est le full, la souche qui est censée exprimer ce lentifage qui est avec le gène précurseur du lent, donc ce qui va servir à faire le peptide qui va être modifié, qui est là, et toutes les enzymes qui vont le modifier qui sont là. Et la beauté du contrôle négatif, c'est exactement la même chose, mais on enlève juste les quelques centaines de paires de bases, même pas, qui sont responsables du précurseur peptide. Donc on a toutes les mêmes coûts métaboliques ou quoi que ce soit d'avoir ces enzymes, il manque juste le précurseur. Et donc on a fait ça pour un certain nombre de séquences, et ensuite on a caractérisé l'activité antiphage. Donc qu'est-ce que je vous montre ici? Je vous montre ici, après l'infection, qu'est-ce qui se passe. Donc on calcule le nombre de particules virales. Donc au début, on est à peu près à 10 puissance 6, une fois qu'on a infecté. Et dans la souche contrôle, vous voyez que
le nombre de particules virales explose, c'est normal, c'est capable de se répliquer. Dans nos souches, qu'est-ce qui se passe? On observe ce genre de dynamique, c'est-à-dire qu'on voit que le niveau de particules virales est beaucoup plus faible, ce qui démontre une activité antiphage. Et du coup, on a fait ça là-dessus, et on a pu quantifier. On a aussi pu faire des approches pour quantifier de plaques essai, comme je vous ai montré, et de microscopie qui démontrent tous la même chose. Et donc, la dernière question qui restait pour nous à poser autour de ça, c'est comment ça marche? Qui n'est pas totalement la réponse, mais on a commencé. Donc, le premier truc, c'est, en fait, je vous parle à chaque fois de molécules, mais je ne vous ai pas montré que ça en produisait. Donc ça aussi, vous pourriez me dire, ça marche pas comme ça. Donc, on a collaboré avec Adi Adli au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est spécialisé dans la métabolomics des RIPS, des lentipeptides. Et donc, on prend deux souches, on prend l'extrait cellulaire, on fait de l'extraction méthanol et on le passe dans des méthodes qu'on appelle, où on combine liquide chromatographie et MS, et on compare les profils métaboliques. Et là, ce qu'on cherche, c'est avoir l'apparition d'un composé dans la souche où il y a nos lentiphages et sa disparition dans la souche où ils sont pas là. Donc, apparition, disparition d'un pic. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. On voit la souche qui est censée en produire à une masse qui est cette masse-là. Et cette masse-là est inconnue, elle n'a jamais été décrite, donc on sait que le produit est nouveau. On a plusieurs approches, on va dire, un peu plus poussées de mass spec. Je ne peux pas vous dire exactement quel est le produit, parce qu'en fait, à ce stade, on ne sait pas. On est en train d'étudier, parce que c'est pas trivial, on va dire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a comme ça un pic très défini, et qui n'est pas connu, et qui est compatible avec, on va dire, ce qui est prédit bioinformatiquement comme étant le type de produit qu'on attend. Donc ça produit bien quelque chose. Et maintenant, comment ça marche dans l'infection antivirale? Donc la première hypothèse qu'on a eue, c'est en fait c'est peut-être toxique pour la cellule, donc elle commence à le produire quand elle se fait infecter, et ensuite voilà. Sauf qu'on fait grandir nos cellules et on peut comparer la biomasse, on peut les comparer en microscopie, pas de différence. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aussi on s'est dit, ah oui, les autres lentipeptides, les antibiotiques, typiquement, ils sont impliqués vis-à-vis des membranes. Donc nous, on s'est dit, peut-être qu'en fait, ça va faire des choses bizarres dans les membranes et le phage va plus pouvoir s'accrocher sur la cellule et injecter son ADN. Donc là, on a testé ce qu'on appelle l'adsorption. C'est est-ce que le phage est capable de s'attacher pareil? Et la réponse est oui. Ça s'attache pareil. Donc c'était pas ça. Ensuite, on a aussi essayé de comprendre si la molécule était sécrétée. Parce que c'est souvent le cas de ces lentipeptides. Et donc pour ça, on a fait d'autres expériences où on prend juste ce qui est sécrété et on le met sur d'autres cellules qui n'ont pas ce lentiphage. On n'a rien vu. Et c'était compatible avec génomiquement le fait qu'on ne voyait pas de machinerie moléculaire dédiée pour exporter la molécule. Donc on pense que c'est une action intracellulaire. Donc on en était là. Et là, on avait eu plusieurs hypothèses, il n'y en avait aucune qui avait marché. Mais là, on a eu un coup de chance, qui est qu'une façon dont on peut aussi comprendre les choses, c'est prendre les virus des bactéries, les phages, et les répliquer sur les souches qui expriment ce lentiphage. Et il y a certains phages qui vont réussir à échapper à la défense, et pour cela, ils vont avoir des mutations. Ils ont une mutation dans leur génome qui va leur permettre, en fait, de faire ce qu'il faut. Et c'est ce qu'on appelle des escapees. C'est ceux qui arrivent, grâce à des mutations, à aller au-delà de la défense. Et de façon intéressante, on a eu 4 phages différents où on a été capable d'isoler des phages qui sont capables normalement les phages wild type sont sensibles au système, mais là ils étaient capables de s'échapper. Et là, la beauté de la génétique, sur ces 4 phages, donc qui sont pas les mêmes, mais qui sont à peu près de la même famille, ils étaient tous mutés dans le même gène, un gène qui est partagé par ces 4 phages, qui est une N-acétyltransférase. Et donc là, on représente en fait les mutations, d'accord? Ils sont tous mutés dans cette N-acétyltransférase. Donc ça nous dit, a priori, cette N-acétyltransférase joue un rôle dans ce processus. Le problème, c'est que c'est des bactéries qui ne sont pas forcément les plus étudiées au monde, et alors leurs phages encore moins, sachant que la plupart de ces phages, c'est nous qui les avons nous-mêmes isolés. Donc, on ne sait pas ce que ça fait, on ne sait même pas le substrat, on n'arrive rien à prédire bioinformatiquement, mais bon, ça nous dit quand même que c'est impliqué là-dedans. Et là, on lisait la littérature sur quelque chose, une enzyme en fait,
qui n'a rien à voir, ça n'a rien à voir au niveau de la structure ou de la séquence, mais c'est aussi une N-acétyltransférase. Et il y a un papier qui montre dans Pseudomonas que chez Pseudomonas, cette N-acétyltransférase a un rôle sur la transcription virale. Quand un virus va rentrer dans une cellule, il va prendre en charge la cellule et hijacker, reprogrammer la cellule pour transcrire son propre génome au lieu de celui de la cellule. Et en fait, cette N-acétyltransférase chez Pseudomonas, elle est impliquée dans ce processus-là. Donc là, nous, on s'est dit, en fait, peut-être que la nôtre, elle est aussi impliquée dans la transcription, sachant qu'en plus, on n'avait rien vu au niveau de l'absorption, on savait que c'était intracellulaire, donc c'était compatible avec nos trucs précédents. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je suis désolée, je pensais avoir un graphe en plus. On a repris nos infections qui sont celles-là, d'accord? On reprend ça, sauf qu'au lieu de le faire, on prend notre phage et on prend notre phage qui est capable de s'échapper, celui qui a la N-acétyltransférase mutée. Et on va prendre des time points ici et ici, où on prend les cellules, et on va séquencer leurs ARN et voir ce qui se passe. Et quand on a fait ça, on a pu observer ce profil-là, où en fait, à 15 minutes, donc ça c'est à 15 minutes, c'est au début de l'infection, on voit que le phage normal, celui qui est ciblé par le lentiphage et le phage qui est capable de se répliquer quand même, c'est pareil. Au début, les deux sont capables d'avoir la transcription de ce qu'on appelle le early genes, donc les gènes au début. Par contre, on voit que quand on arrive dans l'infection, le phage qui est capable de se répliquer progresse, et ce qu'on voit, c'est qu'il va notamment vers un programme transcriptionnel de late genes, ok? Donc il a plein de transcrits, alors que notre phage wild type, il est bloqué, il n'arrive pas à aller au-delà de la transcription. Donc il n'arrive pas à finir son programme transcriptionnel, et c'est comme ça qu'il y a une défense antiphage. Donc ça altère la transcription. Donc voilà. Et donc avec cette découverte de l'antiphage, je vous ai donc montré du coup l'existence d'une famille de BGC impliquée dans la défense antiphage. Pour nous, ce qui était vraiment important, c'est que je vous avais dit qu'il y avait 4 exemples connus. Là, on en montre 2000. Après, à quel point ils sont différents, on va devoir voir, mais on estime qu'il y en a au moins des dizaines de molécules différentes qui seront peut-être un peu similaires, mais quand même différentes. Et du coup, c'est vraiment une façon, mais surtout, c'est que cette façon génomique qu'on a de faire, on peut la faire sur d'autres biostatic gene cluster, et du coup vraiment on pourrait miner aller chercher de façon un peu systématique dans tous les génomes toutes ces familles de BTC et aller tester. Donc nous là c'est ce qu'on est en train de faire au labo, et du coup il y a la question qui est aussi celle qu'on est en train de tester, c'est d'aller prendre et de purifier ces produits pour essayer ensuite de les utiliser contre des virus eucaryotes et notamment humains. Donc c'est aussi une piste qu'on est en train de suivre. Voilà. Et donc, pour conclure sur tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, je vous ai montré que du coup, il y avait ce que j'appelle l'immunité ancestrale, et que le fait que l'immunité soit partagée entre les bactéries et les humains peut nous permettre d'une part de découvrir des nouveaux systèmes impliqués dans l'immunité humaine, et d'autre part d'aller chercher potentiellement des thérapies qu'on n'aurait pas forcément pensé aller chercher parce qu'il n'y avait pas de raison de penser que ça marcherait. Et du coup, ce que je vais vous laisser, c'est un peu sur cette idée que faut pas penser à ces modules comme n'ayant pas du tout bougé dans le temps. C'est juste des blocs, d'accord? Donc, je vous ai parlé de Monod, donc maintenant je vais vous parler de François Jacob, qui est un autre super grand scientifique de l'Institut Pasteur, un autre grand microbiologiste, qui a développé le concept de bricolage moléculaire, qui disait qu'en fait, pour faire du nouveau, dans l'évolution, on réinvente pas tout de quoi que ce soit, mais on bricole avec ce qu'on a. Donc, vous imaginez que moi, la façon dont je pense à tous ces modules immunitaires, c'est comme des Lego. On a des blocs et on est capable, avec ces blocs, de faire plein de trucs nouveaux, d'accord ? Même si on réutilise des choses qui sont existantes et qui sont dans l'ancien. Si vous pensez un peu au code génétique, c'est un peu la même chose. 4 lettres, on est capable de faire plein de choses avec. Donc, c'est des blocs qu'on réutilise et que tous les organismes à travers le vivant réutilisent pour construire des systèmes immunitaires divers et variés, mais en piochant dans ce réservoir qui a globalement été inventé par les bactéries. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le plus de systèmes antiphages on découvre et on comprend, le plus on va être capable ensuite de découvrir des choses dans l'immunité eucaryote aussi. Et que, selon moi, ça montre que les bactéries sont un super modèle pour étudier l'immunité ancestrale et ses applications, parce que justement, on est capable, avec toutes les séquences de génome bactérien, de voir toute la diversité, d'avoir accès à tout ça, et ensuite de travailler dans des modèles
qui nous permettent quand même de faire des expériences de façon rapide et facile pour ensuite prendre ça et le transmettre ailleurs. Et donc, c'est là-dessus que je voudrais finir. Et je voudrais aussi finir par vous dire que quelque chose, je vous ai parlé de ma science, et quelque chose qui me tient très à cœur, que je fais depuis 10 ans, c'est de penser à la science aussi, pas simplement en termes des productions scientifiques qu'on fait, mais de comment on fait de la science. Et donc, dans le laboratoire, on fait pas mal de choses, que ce soit, on va dire, des projets pour aller parler de la science en dehors des portes du laboratoire. Donc, on a des projets, par exemple, de sciences citoyennes. Ça, c'est un projet, on a demandé aux gens de nous envoyer du sol d'un peu partout en France, et on isole des bactéries, et c'est là-dessus qu'on a fait tout le travail que je vous ai montré sur les lentilles. On a isolé tous les phages à partir de sols que nous ont envoyés les citoyens. Moi, j'aime bien aller parler de bactéries dans différents endroits, que ce soit dans des podcasts, des conférences, voilà. On a aussi tout un travail autour de l'égalité homme-femme dans les sciences. Donc, il y a plein de choses. Et du coup, voilà, c'est aussi pour dire que pour moi, c'est tout aussi, on va dire, important, cet aspect-là, que la production scientifique. Donc, n'hésitez pas aussi à me poser des questions là-dessus si ça vous intéresse. Et sur ce, merci à mon laboratoire. Donc ça, c'était mon labo à la retraite. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, c'est le Pont du Gard. Donc c'était génial. Du coup, attendez. Tous les gens de mon laboratoire, ils ont tous participé aux études que je vous ai montrées, et ils sont tous plus exceptionnels les uns que les autres. Et nos collaborateurs avec qui on travaille, donc Vincent Libis et Ariel Lindner, avec qui on travaille énormément sur tous les aspects, justement, bactéries du sol, streptomyces, tous les lentilles. Enzo Poirier, Philippe Biniroche et d'ailleurs Nicolas Manel à Curie autour des aspects de l'humain et de qu'est-ce qu'on peut faire. Et plein d'autres personnes avec qui on a la chance de travailler, évidemment, tous les gens qui nous donnent des sous. Voilà, merci.